71 millions d'euros pour en finir avec les tours d'eau. Les présidents des communautés d'agglomération, le département et la région se sont mis d'accord sur un plan de financement qu'ont-ils planifié. Les précisions de Linda Kayarsi en ouverture de ce journal. La proposition de loi du député Serge Letchimy sur la sortie de l'indivision a été adoptée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Fini la règle de l'unanimité pour vendre un terrain. Désormais, la majorité à 50% plus une voix suffira. Le Sismobus continue de sillonner les communes de l'archipel. C'est à l'école Sylviane Blanchard-Jovien de Saint-Claude que celui-ci a fait une halte aujourd'hui pour aider les plus jeunes à appréhender le phénomène sismique dans toutes ses dimensions. Et les collégiens sensibilisés à l'art grâce à l'artiste Anaïs Verspan, une idée lancée par le conseil départemental et le rectorat pour stimuler la créativité de ces jeunes talents. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Les protagonistes du dossier de l'eau se sont réunis hier au conseil régional à l'initiative du président Harry Chalus sur les 71 millions de travaux d'urgence à entreprendre pour éviter les tours d'eau dans l'archipel. La région s'est engagée à hauteur de 30 millions. Quant à la gouvernance unique, elle a été une nouvelle fois remise à plus tard. Les précisions de Linda Kayarsi. La collectivité régionale se veut financier. Sur les 71 millions d'euros, pour la réalisation d'un programme de travaux d'urgence en matière d'eau potable, 30 millions d'euros seront investis par la région Guadeloupe. Et elle assumera par la même occasion, aux côtés du département, la maîtrise d'ouvrage des travaux prioritaires. Il a été arrêté pour 2018 3 grands chantiers. Le renouvellement de 7 km d'eau potable à Gourbert, la sécurisation du réseau de distribution à Cap-Esterbello, et enfin le renouvellement de 4 km de feeder de Vernou et la connexion au feeder de Bellocado. 600 millions d'euros, c'est le montant estimé du plan d'investissement pour la remise en état des réseaux. Au cours de cette année également, des études sur la ressource en eau souterraine seront menées par la région et le BRGM, le Bureau d'études de recherche géologique et minière, afin de notamment évaluer l'exploitabilité de la ressource en eau souterraine, des bassins de Grand-Anse ou encore de l'île de la Basse-Terre. Afin de viabiliser l'alimentation en eau chez les particuliers, la région Guadeloupe prévoit de mettre en place des aides pour les systèmes de récupération d'eau de pluie, pour les propriétaires de gîtes meublés, de tourisme et aux structures hôtelières de grande taille. Bien entendu, pas question pour la collectivité de se passer des EPCI de l'État. Elle mise sur l'équité territoriale. Elle entend par ailleurs réactiver le groupe eau, qui aura pour mission de mener une expertise des travaux et de suivre l'avancement du programme des travaux. Des travaux en adéquation avec le plan Eau-Dom, dont l'objectif est de décliner des actions propres à chaque collectivité en vue de restaurer leur capacité à rétablir un service public de l'eau. Enfin, en ce qui concerne les questions de gouvernance, la réflexion se poursuit. Et opération porte fermée ce matin à la prison de Rémire-Montjoly en Guyane. Les syndicats se sont mobilisés, un mouvement qui fait écho à la mobilisation nationale. Pas de parloir, pas de transport de détenus, pas d'intervenants extérieurs. Reportage Jonathan Lariot. Il est 6 h du matin et pénétrer dans les locaux du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ne se fait pas sans l'approbation des agents de surveillance postés devant l'entrée. Les surveillants de l'unique prison du territoire rejoignent le mouvement de protestation nationale. Avec ce barrage filtrant, ils dénoncent le manque cruel de moyens dans une prison qui accueille 70% de pensionnaires en plus de sa capacité maximale. Ça signifie que lorsque un agent, un travailleur est trop souvent sur son lieu de travail, c'est un élément de souffrance au travail. Et ici, les agents explosent les heures supplémentaires, les agents sont soumis à un environnement, puisque lorsque vous avez un établissement prévu pour 600 personnes, il y en a près de 1000, forcément ce n'est pas la même gestion. Forcément, vous ne pouvez pas faire votre travail d'observation et de contrôle comme il le faudrait. On ne peut pas dire on ferme la tôle, on ferme les services. Non, il faut qu'on travaille, il faut qu'on tienne. Il faut que l'administration pénitentiaire dans son ensemble, que le gouvernement sache qu'il y ait le plus grand nombre d'établissements qui bougent pour savoir que ce n'est pas quelque chose d'anodin et que ça impacte tout le monde aussi bien sur le territoire métropolitain que dans les Outre-mer. Les conséquences d'un tel surplus sont d'ailleurs au cœur de l'actualité. Dans la nuit du 1er janvier 2018, 3 prisonniers s'échappent en creusant un trou dans les murs de la prison, passant outre toute surveillance vidéo. Et les barrières hyperfréquences, les détecteurs de mouvement n'ont pas fonctionné. Les couloirs, les chemins de ronde, les arrière-cours étaient très mal éclairés sur une zone où il y a 12 lampadaires, 8 étaient hors d'usage. On a des détenus qui ont pu percer les murs en 2 heures de temps,
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la responsabilité du surveillant? On est où? Aujourd'hui, on veut faire porter le chapeau. Au-delà de ça, on a une prison surpeuplée. On est à moins 10, moins 20 agents. Le mouvement est pourtant de courte durée puisque les agents sont restés sur place jusqu'à 14 h. Ils attendent des directives de leur syndicat au niveau national. Ils viendront bientôt frapper à vos portes. Des centaines d'agents recenseurs vont mener la campagne 2018 lancée par l'INSEE. Comment ça marche? Réponse avec Sandrine Claude qui a suivi un agent dans la commune du Lorrain en Martinique. Je voudrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Vous recensez quoi? Votre logement. Mon logement, hein? Oui. Entrez donc. Merci. Premier arrêt de la journée pour Audrey qui fait ses débuts en tant qu'agent recenseur. C'est une aide précieuse qu'elle vient apporter à cet habitant. Car oubliez la paperasse, cette année c'est le numérique qui est privilégié avec un formulaire à remplir en ligne, un procédé vite adopté par le retraité. C'était pas trop long puisque avec un papier ça aurait été plus long. Donc ça va plus vite pour passer les pages, faire les sauts de page, c'est plus intéressant comme ça. Pour lui, c'est avant tout un acte citoyen. Non seulement c'est évident, mais c'est nécessaire. Parce qu'on entend sur les ondes, on a perdu 13 000 personnes en un an, on entend. Et il faut effectivement faire un point de cette population, ce qui permet de comprendre aussi, de savoir et de voir surtout les problèmes qui font que. Je vous remercie. Le premier habitant d'une longue liste que va devoir recenser Audrey. Pour elle, c'est un premier contact réussi. Ça s'est très bien passé, il a coopéré, donc je le remercie. Et grâce surtout à Internet, ça a été moins compliqué, il a pu suivre mes instructions. Dans ces locaux, toute une équipe coordonne les actions à déployer sur le terrain. Pour rappel, le recensement permet de répertorier la population légale de chaque commune. Et si la démarche peut se faire sur Internet, l'aspect relationnel est tout de même conservé. Le lien social n'est pas brisé parce qu'il y a quand même un contact humain, même si on se fait recenser par Internet, puisque l'agent recenseur devra se rendre quand même chez l'habitant et lui fournir ce qu'on appelle une notice sur lesquelles figurent des codes d'accès, mots de passe, des identifiants. Donc, et l'agent recenseur a aussi un rôle de conseiller et d'accompagnement pour l'habitant. Des visites qui peuvent parfois s'avérer complexes quand certains habitants n'acceptent pas de se faire recenser. Dans ces cas, les agents font appel à un dernier recours. Quand l'agent recenseur essuie à peu près 2 refus, nous, coordonnateurs, on se présente en compagnie de l'agent pour voir si quand même on arrive à forcer un peu le verrou. Et même dans ces cas-là, s'il refuse de nous recevoir, à ce moment, on peut laisser les documents pour qu'il le fasse avec un retour directement en mairie ou auprès de l'INSEE. Il faut savoir que le recensement étant obligatoire, donc tout le monde doit se faire recenser. La campagne de recensement se poursuit dans les communes de moins de 10 000 habitants jusqu'au 17 février. Au Lorrain, près de 19 agents recenseurs vont sillonner les quartiers ces 4 prochaines semaines. Et c'est un pas important qui vient d'être franchi dans la lutte contre l'insalubrité aux Antilles-Guyane. La proposition de loi de Serge Letchimy sur la sortie de l'indivision a été votée à l'unanimité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce texte qui prévoit justement de supprimer la règle de l'unanimité pour tout acte de vente ou de partage pour les successions ouvertes depuis plus de 5 ans. En reportage, Éric Dupuis. 4 articles qui pourraient être un grand pas pour la politique du logement en Outre-mer. La proposition de loi portée par Serge Letchimy permettra aux successeurs d'un bien immobilier de décider de son devenir, à condition qu'il soit une majorité, 51%, à être d'accord. Un souffle nouveau pour l'aménagement des communes, paralysées à cause du principe d'indivision successorale. Une seule commune, on a 83% d'indivision, ça veut dire que la commune est vraiment bloquée. Je prends l'exemple de Makouba ou de Fort-de-France qui est à près de 50% de division. Donc il faut trouver des mesures exceptionnelles et les adapter. Et bien c'est ce que nous avons réussi dans ce texte. Si les élus ultramarins de tous bords politiques ont salué l'initiative de cette loi, certains la jugent insuffisante. Le député martiniquais Jean-Philippe Nilor comptait la renforcer à coup d'une vingtaine d'amendements, notamment en incluant une exonération à hauteur de 2,5% de la valeur du bien. Mais après des débats houleux de plus d'1 heure, la majorité de ces propositions a été rejetée. Et je ne veux pas être celui qui va faire croire à la population qu'avec ce texte-là, tout sera réglé. On sera très loin du compte en définitive, et notamment parce que ce texte-là ne prend pas en considération les aspects financiers.
Et les problèmes financiers sont la principale source de blocage de la sortie de l'indivision. Le texte voté à l'unanimité doit maintenant être examiné par le Sénat. Si la loi est adoptée définitivement, elle sera applicable jusqu'en 2018 pour les biens fonciers à l'abandon depuis 5 ans. Et si un tremblement de terre advenait, voilà une question lancinante dans une région à risque comme la nôtre, d'où la nécessité d'un sismobus pour tenter d'appréhender le phénomène sismique dans toutes ses dimensions. Le stimulateur de tremblement de terre était installé ce matin dans la cour de l'école Sylviane Blanchard-Jouvien à Saint-Claude. Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter y étaient également. Et si vous reviviez un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, c'est l'expérience proposée par le Sismobus, ce simulateur de tremblement de terre. Celui que nous testons actuellement, c'est un séisme d'X-Smith qui s'est produit en août 1999 et qui a fait plusieurs milliers de victimes et qui a provoqué l'effondrement d'immeubles entiers. Plus de 7000 immeubles se sont effondrés. Et nous pensons qu'il est important d'avoir un séisme moyen comme test. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Nous faisons un travail de sensibilisation afin que les Guadeloupéens, depuis la maternelle jusqu'à ceux qui sont à la retraite, puissent, acquérir la culture du risque sismique qui nous fait tant défaut. Pour ces écoliers, cette simulation grandeur nature est l'occasion d'approfondir leurs connaissances en matière de séisme, en alliant la théorie à la pratique. Au début, j'étais un peu stressée, et puis après ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de secousses, et quand je suis sortie, je sentais plus mes jambes. Mais c'était bien. Ça simule bien où il faut tenir les tables, les pieds des tables ou des chaises. Je pense que c'est bien leur système. J'ai appris que faut pas rester debout, faut s'accroupir, garder les pieds au sol, pas soulever ses pieds et bien s'accrocher. Seul Sismobus dans la Caraïbe capable d'être opérationnel sur site en 10 minutes, ce simulateur financé par la DEAL et la région a coûté environ 100 000 € et sillonne depuis 6 ans les lycées et les écoles de notre département pour les sensibiliser au risque sismique. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Des collégiens initiés à l'art avec la plasticienne Anaïs Versman. Et puis nous le verrons, les membres du label Secteur A, dont fait partie le Guadeloupéen Doc Gynéco, se reforment pour une tournée exceptionnelle. La ville du Gosier va vivre ce week-end à l'heure du Gosierval. Comment va-t-elle gérer le public attendu et qu'attendent surtout les commerçants et les habitants de l'événement? Reportage Linda Kayarsi. Comme chaque année, la ville du Gosier fait son Gosierval, la 8e édition. Et petite nouveauté, il est désormais soutenu par la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Encore une fois, dès ce soir, ce sont les groupes APO qui donneront le coup d'envoi de la manifestation. Plus d'une dizaine de groupes ont répondu à l'invitation. Ils emboîtent le pas à la parade du dimanche 21 janvier. Là aussi, bon nombre de groupes seront au rendez-vous, notamment des groupes de Martinique et de Sainte-Lucie. En résumé, 3 jours de festivités, rythmés de déboulés, mais aussi de projections de films et de débats le samedi 20 janvier. Un circuit est défini et la circulation et le stationnement sont donc réglementés sur l'axe du bourg, boulevard du Général de Gaulle jusqu'à Dampierre, par Louézel. Pour permettre aux spectateurs de participer à l'événement, là aussi comme l'an dernier, des navettes gratuites seront mises à leur disposition dès 14 h, rotation toutes les 30 minutes jusqu'à la fin de la parade. Le Gosierval, un rendez-vous culturel, touristique et économique, un cocktail de choix, aussi bien pour les commerçants que les spectateurs. C'est depuis juillet qu'on a le restaurant, qu'on a repris ce restaurant. Et depuis juillet, ça tourne bien, ça va. Alors on est prêt à recevoir des clients et j'espère qu'il y en aura. Depuis ce matin, je cuisine. C'est la saison du lambi, il y aura du lambi. C'est une aubaine en tant que commerçant, ça va attirer du monde. On s'attend à ce qu'il y ait plus de clients que d'habitude. Eh bien, on a trouvé ça super beau le week-end passé, donc pourquoi pas ce week-end. C'était vraiment plein de couleurs, plein de joie, plein de gens super beaux. Tous les années, on prend un pied, il y a beaucoup de personnes, des gens qu'on ne voit pas tout le temps, on se rassemble. C'est super, hein, c'est tous les années, c'est number one. 20 000 à 30 000 spectateurs sont attendus pour cette nouvelle édition du Gosierval. Début des festivités, ce soir 19 h 30.
Et la Guadeloupe foisonne en effet d'événements, de sorties culturelles en tout genre, mais il n'est pas toujours facile de trouver justement une sortie pour le week-end. Pour vous aider, une spécialiste a eu l'idée de créer une publication, Go Events, le guide événementiel. Maïté Perrault, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement l'éditrice de cette publication Go Events. Parlez-nous-en, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, Go Events, c'est, comme vous l'avez dit, donc le guide officiel de l'événementiel. Donc c'est une deuxième édition, puisqu'en 2014, il y a eu un premier essai qui s'appelait Kaikafet en l'année là, puisque je suis aussi la directrice du site kaikafet.com, qui est un agenda des sorties. Mais ce guide-là, ça s'intéresse plus spécialement aux professionnels et à une visibilité à l'année, sur un long terme. Donc il y a un agenda, un calendrier des grands événements annuels, parce qu'effectivement il y a des grands événements, mais des fois on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont lieu. Alors c'est pour se projeter, puisqu'il y a une récurrence, il y en a qui sont à leur 12e édition, leur 20e édition, donc il y a une vraie récurrence de grands événements. Et puis il y a aussi un calendrier des grands événements de la Caraïbe, et à la fin un annuaire des professionnels, donc qui référence tous les professionnels allant des agences événementielles jusqu'aux traiteurs, en passant par les salles, les médias, donc ATV est référencé, en passant par les professionnels de la décoration, les professionnels de la photographie, vidéo, drone, enfin voilà, 850 professionnels référencés. Quelle a été votre motivation pour mettre en place justement ce guide de l'événementiel? Eh bien, de par ma position en tant que responsable de Kaikafet, souvent on m'appelait, que ce soit des agences de com ou bien même des particuliers qui me disaient: est-ce que tu connais pas une salle? Est-ce qu'il y a un événement au mois de mars qui est en lien avec les enfants, etc. Donc à un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de référencement de ces professionnels, alors que, comme je disais, plus de 800 personnes travaillent dans ce secteur, donc c'est une vraie activité économique. Mais comme c'est pas vraiment organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référencement, eh bien l'information se diffuse, on va dire, difficilement. Donc mon but, c'était de faciliter l'accès à l'information, comme j'ai toujours fait avec Kaikafet, mais là, vraiment pour que les professionnels puissent s'organiser, qu'on puisse réussir aussi notre événement. Et justement, comment ces derniers ont-ils été sélectionnés? Le milieu de l'événementiel se professionnalise en Guadeloupe et en Martinique, mais il n'est pas rare de tomber sur des organisateurs malhonnêtes. Donc expliquez-nous comment est-ce que les gens référencés justement sont fiables? Alors, en fait, ces 800 personnes ont toutes été appelées. Donc là, déjà, il y a un gros travail depuis des mois, parce qu'effectivement, je me suis basée sur des annuaires qui existent déjà sur la place, puisqu'il faut partir d'une base. Et il faut savoir que beaucoup d'entreprises ferment. Donc déjà, une fois qu'une entreprise ferme, donc c'est sûr que l'entreprise n'était pas fiable. Donc ça, c'est une première base. Ensuite, il y a le site internet, la page Facebook. Donc les gens peuvent aller sur la page Facebook et les gens peuvent aussi dire ce qu'ils ont vécu comme expérience. Donc chacun va aller faire ses petites recherches, mais déjà c'est une bonne base. Je ne suis pas là pour faire la police ou pour dire un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. Ça, je laisse, on va dire, les clients faire leur propre avis sur les pages Facebook justement ou sur les différents autres médias pour en parler, réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne base avec des contacts fiables, des entreprises qui sont toujours en activité, un téléphone, une adresse email, une page Facebook, un site internet quand il y en a. Et Maïté Perrault, on vous connaît comme la créatrice du site internet Kaikafet. Vous l'avez dit tout à l'heure, que va devenir cette plateforme? Alors cette plateforme est en cours de changement puisque tout va très vite dans le milieu du numérique. La version qui est actuelle, elle date de 2012. Donc ça fait 5 ans et c'est vrai qu'elle est obsolète. Donc pour l'instant, elle est en cours en fait on va dire de reconstruction avec une nouvelle image. Donc tout ça c'est pour 2018. C'est vrai qu'il y a d'autres supports que j'ai développés comme le guide du carnaval, Carnaval Rivé, ce guide-là, donc Go Events, où il y a un site internet donc qui sera en ligne la semaine prochaine, puisqu'on pourra l'acquérir par version digitale sur www.go-events.fr et le site Kaikafet. Donc dans l'année, il y aura un vrai changement, mais je pense que je serai amenée à venir en parler en antenne. 850 professionnels référencés sur ce guide. Pour tous ceux qui ne sont pas dessus et qui aimeraient être justement inscrits, j'imagine qu'ils sont encore possibles sur la plateforme. Il suffit de vous contacter. Il suffit de nous contacter, de nous envoyer un mail à donc kakafet@kakafet.com
ou alors directement d'appeler ou d'envoyer un texto. Justement, on va les contacter parce que c'est vrai qu'on a été le plus vigilant possible, mais on trouve des prestataires un petit peu tous les jours. Donc, le référencement est gratuit. Donc, il n'y a pas eu de sélection. Donc, de nous appeler au 06 90 99 43 66. Et puis, on mettra ça à jour pour l'année prochaine, puisque le but, c'est que ça devienne un guide annuel et qui s'enrichisse petit à petit. Merci Maïté Perrault d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons toujours culture. C'est une artiste bien connue chez nous après son combat contre le cancer. Elle poursuit sa vocation, celle de peindre le monde, celle de peindre notre société, et transmet aujourd'hui sa passion à la nouvelle génération. Anaïs Verspan a donné carte blanche aux élèves du collège Grand Camp, un atelier qui a vu le jour grâce au département et au rectorat. Le reportage est signé Yvan Lemar. Durant cette matinée, les élèves ont pu expérimenter les méthodes utilisées par Anaïs Verspan pour son exposition. À partir d'une de leurs photos et de la peinture, ils devaient créer une œuvre d'art sur le thème « Touche pas à ma case ». Nous formons en fait, on va dire, les visiteurs de demain. Les enfants sont tellement sensibles qu'ils reviennent souvent avec les parents qui n'oseront jamais rentrer dans un musée ou visiter une exposition. Donc c'est vraiment les visiteurs de demain, les visiteurs d'aujourd'hui. Donc il est indispensable, en tout cas pour moi, artiste, d'être accessible et d'organiser en fait ces projets pédagogiques. Et puis c'est tellement une fierté de voir que bon, ils sont fiers d'eux, qu'ils aient pu finaliser une œuvre d'art. Et voilà. Avec cet atelier, l'artiste a pu transmettre quelques bases et techniques de création visuelle et faire comprendre l'univers artistique de son exposition. J'ai fait de la peinture, j'ai appris les cases, j'ai visité le musée. J'ai appris les œuvres d'art. J'ai fait de l'art, de la peinture. J'ai appris comment faire des photos, comment zoomer sur les photos, comment mélanger des couleurs pour en faire une seule. J'ai appris à faire des dessins. Je me suis amusée et j'ai fait plein de petits points sur mes affaires. Et j'ai pris une photo et on m'a appris aussi en photo. J'ai appris à faire de l'art, j'ai appris plus sous la case et j'ai vu des œuvres d'art. Et j'ai appris que même si que là, il y a beaucoup de couleurs, la peinture c'est toujours beau, l'art aussi. Pour Anaïs Verspan, ce type d'atelier est un moyen de poser un autre regard sur ses œuvres et s'enrichir grâce aux échanges avec les enfants. Avec les enfants, je prends du recul et on reste humain parce qu'ils disent les choses ouvertement. Ce ne sont pas en fait le petit cercle privé on va dire des gens qui sont habitués à l'art et tout. Et ce sont des enfants qui ont soif de connaissances, ce sont des enfants qui disent, et je trouve quand même qu'ils sont très stimulants. Donc c'est indispensable pour un artiste, en tout cas pour moi, d'avoir et d'être au contact de ces enfants. L'ensemble de ces œuvres créées lors de ces ateliers sera collecté puis exposé au Fort Fleur d'Épée en juin 2018. Et 20 ans après leur concert mythique de l'Olympia, le label Secteur A, qui regroupe les grands noms du rap français des années 90, se reforme pour une tournée dont le point d'orgue aura lieu à l'hôtel Accor Arena de Paris-Bercy le 22 mai prochain. Nos correspondants d'ATV Paris ont pu rencontrer quelques membres fondateurs, dont Doc Gynéco, en pleine préparation de la tournée, lors d'un shooting photo dans un studio situé en banlieue parisienne. On regarde. Ils n'ont pas encore 50 ans, mais ils font déjà partie de l'histoire du rap français. Souvenez-vous, le 22 mai 98, pour fêter les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, ils enflamment l'Olympia pour un concert mythique. Les nègres étaient partis de leur capitale pour jouer jusqu'ici. On part en virée, comme moche, on a désuré certains, l'Olympia va brûler. Je pense avec les mots, avec les mots, avec les mots. Aujourd'hui, pour la première fois publiquement, ils se retrouvent
Manque seulement à l'appel le Guadeloupéen MC Yannick, retenu aux Antilles, mais il sera bien là pour la tournée, car promis, les querelles du passé sont terminées. Nous, on se voit toujours, on se côtoie toujours, mais on ne refaisait plus de scène ensemble. Et donc là, maintenant, ça nous donne l'occasion de refaire de la scène ensemble. De la scène, car 20 ans après, il faut continuer le combat, notamment celui de la mémoire de l'esclavage. Quand on a décidé de s'appeler Nègre Marron, nous, c'était pour lutter contre tous ces stéréotypes, justement, toutes ces étiquettes qu'on peut nous attribuer. Et aujourd'hui, on voit que c'est un combat qui est permanent. Il y a toujours à faire. Là, c'est pas un concert qui va enlever les douleurs, mais au moins une commémoration. Il y a un jour où, dans l'histoire, les Noirs se sentent valorisés. Enfin, c'est pas juste un jour, parce que c'est tous les jours que les Noirs doivent savoir qu'ils ont une valeur et qu'ils doivent se sentir valorisés. Toulouse, Bordeaux, Paris, toutes les dates ne sont pas arrêtées. Un passage aux Antilles, d'ailleurs, n'est pas exclu. C'est important que les Antilles sachent que si on va chez eux, je ferai mon maximum avec la production pour que de l'argent soit reversé avec ce qui s'est passé. J'ai oublié le nom de ce cyclone-là. Irma. Avec cette folle-là, Madame Irma. La légèreté de façade qui les caractérise n'a pas changé depuis 20 ans, mais le secteur A est toujours là, leurs revendications aussi. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul, calme, posé, les miens en veulent, violent dans tes rap, écarte-toi et joue, ferme ta gueule. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Sainte-Anne, Capesterre et les Saintes. Des coupures d'eau sont prévues samedi à Sainte-Anne et dimanche 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel de Sainte-Anne dans la matinée. Et puis lundi, le rendez-vous aura lieu dans la zone de Dotémar aux Abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi, notamment les 71 millions d'euros qui ont été votés pour en finir avec les tours d'eau. Les présidents des communautés d'agglomération, le département et la région se sont enfin mis d'accord sur un plan de financement d'urgence. Et puis la proposition de loi du député de Martinique, Serge Letchimy, sur la sortie de l'indivision a été adoptée à l'Assemblée nationale. Fini la règle de l'unanimité pour vendre un terrain. Désormais, la majorité à 50% plus une voix suffira. Et puis le sismobus continue de sillonner les communes de l'archipel. Aujourd'hui, il était à l'école Sylviane Blanchard-Jovien de Saint-Claude afin d'aider les plus jeunes à appréhender le phénomène sismique dans toutes ses dimensions. Et puis enfin, à la fin de ce journal, les collégiens sensibilisés à l'art grâce à l'artiste Anaïs Verspan, une idée lancée par le conseil départemental et le rectorat pour stimuler la créativité de ces jeunes talents. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi à 18h47.